Le président Emmanuel Macron a refusé la démission du Premier ministre Gabriel Attal, lui demandant de rester afin d'assurer la stabilité du pays jusqu'à nouvel ordre. Les réactions allemandes à la poussée du nouveau Front populaire en France sont mitigées. Berlin s'inquiète notamment de la politique économique qui sera menée à l'avenir. Avant d'assister au sommet de l'OTAN à Washington, Volodymyr Zelensky s'est rendu en Pologne. Kiev et Varsovie ont signé un accord bilatéral de sécurité. Après s'être rendu à Kiev et rencontré Vladimir Poutine à Moscou, le Premier ministre hongrois est arrivé à Pékin à la surprise de ses homologues européens. Le président français Emmanuel Macron a refusé la démission du Premier ministre Gabriel Attal, lui demandant ce lundi de rester temporairement à la tête du gouvernement afin, je cite, d'assurer la stabilité du pays. Comme le veut la tradition, Gabriel Attal avait annoncé qu'il démissionnerait dans la foulée du second tour des législatives perdues par son camp. Dans un discours aux Français depuis l'hôtel Matignon, il en avait profité pour rappeler les 3 risques majeurs auxquels le pays était confronté. Mon engagement dans cette campagne était pour moi un devoir. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur 3 risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise, le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs. Ces 3 risques, aujourd'hui, ont été écartés par les Français. Les résultats des élections ont donc donné 182 sièges à la coalition de gauche du nouveau Front populaire. Ensemble obtient 168 sièges et 143 vont au Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. 289 sièges étaient nécessaires pour contrôler l'Assemblée nationale, mais aucun groupe ne les a donc atteints. S'ouvre désormais une période d'incertitude et une situation jusque-là inédite en France. Le seul moyen de gouverner sera de réussir à former une coalition assez solide. Emmanuel Macron a donc laissé quelques jours aux parlementaires pour s'organiser avant de choisir son futur Premier ministre. Les élections législatives en France ont donné lieu à de nombreux rebondissements. Déjouant les pronostics de la plupart des instituts de sondage, l'Alliance de gauche est arrivée première en parvenant à empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Mais comment cette situation affectera-t-elle les relations de la France avec l'Allemagne? Écoutez Jakob Ross, chercheur au Conseil allemand des relations extérieures. Deutschland hat, glaube ich, große Sorge mit Blick auf Teile des Linksbündnisses, wenn dieses Linksbündnis tatsächlich in Regierungsverantwortung kommt. La France Insoumise, also eine französische Linksaußenpartei mit Figuren wie Jean-Luc Mélenchon, der sehr deutschlandfeindlich sich geäußert hat in der Vergangenheit. Aber auch in Deutschland ist die Erleichterung trotzdem groß gewesen, dass das Rassemblement National vermieden wurde. Und jetzt ist viel Unsicherheit, weil überhaupt nicht klar ist, wer die Regierung künftig anführt, wer Premierminister werden wird. Auch die Parteien im Linksbündnis wissen das noch nicht, ob überhaupt dieses Linksbündnis in Regierungsverantwortung kommt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich viel Stabilität gebraucht wird und man sich diese Unsicherheit nicht leisten kann. L'Allemagne est surtout préoccupée par la politique économique et financière à venir. La France est déjà lourdement endettée et le nouveau Front populaire a fait des promesses électorales coûteuses qui risquent de provoquer des frictions au sein de l'Union européenne. Despite world leaders, including Scholz, expressing their relief over France's swing to the left this weekend, experts' eyes are now on how the new coalition could cope if Trump manages to get into power later this year. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Soupir de soulagement à Bruxelles. Le raz-de-marée de l'extrême droite n'a pas déferlé sur les législatives françaises. Arrivé deuxième, le parti présidentiel sauve les meubles. Emmanuel Macron pourrait se replier sur la politique interne mais devrait conserver son influence à Bruxelles. Le moteur européen et le tandem franco-allemand sont moins affaiblis que dans le scénario évité d'une cohabitation avec l'extrême droite. Macron surtout va devoir faire attention à ses équilibres en interne et peut-être se concentrer un peu plus sur la politique intérieure que sur celle européenne ou extérieure. Mais tout compte fait, il sera moins affaibli de ce qu'on s'attendait et le rôle de la France pourra continuer à être exercé avec une certaine panache comme il l'a fait jusqu'à présent. Arrivé en tête à la surprise générale, le nouveau Front populaire pourrait obtenir les clés de Matignon dans une période de cohabitation. Certains points de son programme, tels que la retraite à 60 ans et l'augmentation du SMIC à 1 600 €, inquiètent certains à Bruxelles.
Ces mesures pourraient aller à l'encontre des traités européens qui limitent le déficit public d'un État membre à 3% de son produit intérieur brut. Si on devait suivre les positions électorales qui ont été faites de part et d'autre, il y aurait un sérieux problème avec la dette et donc pour tout le système euro. Ça va générer une crainte, mais attention, l'Union européenne peut elle aussi barrer la route. On sait très bien que des gouvernements qui étaient arrivés avec des projets très ambitieux ont été obligés, avec la réalité européenne, de mettre de l'eau dans leur vin. En politique internationale, le soutien de la France à l'Ukraine ne devrait pas être remis en cause sous un gouvernement de gauche, mais Emmanuel Macron devra peut-être modérer ses propos sur l'envoi de troupes, selon l'experte. Le PS, et je pense notamment à la figure de Raphaël Glucksmann, qui est évidemment, comme on le sait, un très grand soutien à l'Ukraine, fera en sorte de tempérer peut-être les discours de LFI. Et je pense qu'il y a un tel consensus tout de même à l'intérieur du pays autour d'un soutien à l'Ukraine et de défendre les valeurs de la démocratie contre un pays agressif et tyrannique. Je pense qu'il serait difficile tout de même pour LFI de tenir une position au sein d'un gouvernement qui remettrait en cause le soutien de la France à l'Ukraine. A contrario des législatives françaises, un autre scrutin à venir pourrait rebattre les cartes en Ukraine, les élections américaines. En visite à Varsovie, le président ukrainien est venu chercher une nouvelle garantie de sécurité pour son pays. Après une rencontre avec le chef de la diplomatie polonaise, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec le Premier ministre Donald Tusk. Les deux hommes ont signé un accord bilatéral de sécurité entre l'Ukraine et la Pologne. My Polacy pomagamy Ukrainie zarówno ze względu na naszą przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny, dobrze pojęty interes. Kto dzisiaj broni Ukrainę, broni także siebie. I w Polsce te słowa mają szczególne znaczenie. Dlatego to jest być może nawet najlepszą gwarancją naszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa, bo dzisiaj mamy wspólny program, wspólny projekt, bo nasze bezpieczeństwo jest wspólne. Selon le texte de cet accord, depuis le début de l'invasion russe en 2022, la Pologne a au total aidé l'Ukraine pour plus de 4 milliards d'euros. Kiev a déjà signé des accords de ce genre avec une vingtaine d'autres pays. Cette visite intervient avant le début ce mardi du sommet de l'OTAN à Washington. Même si son pays n'est pas membre de l'Alliance, Volodymyr Zelensky est attendu à cet événement où le soutien militaire à l'Ukraine devrait figurer en tête de l'ordre du jour. La Russie a mené lundi matin une attaque massive contre l'Ukraine, tirant plus de 40 missiles et faisant au moins 24 morts au total. Au moins 10 personnes sont mortes à Kiev, la capitale, et des personnes sont prisonnières des décombres d'un hôpital pour enfants qui a été gravement touché. Selon l'Ukraine, la Russie a utilisé des missiles hypersoniques qui se déplacent à une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. La chute de débris provenant de projectiles interceptés a déclenché des incendies dans plusieurs quartiers de la capitale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que des immeubles d'habitation et des infrastructures publiques sont bloqués dans d'autres villes. L'attaque a eu lieu à la veille d'un sommet crucial de l'OTAN de 3 jours à Washington, où les alliés de l'Ukraine discuteront de leur soutien à Kiev pour les mois à venir. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est arrivé lundi à Pékin, surprenant à nouveau ses homologues européens. Après avoir visité Kiev, sa visite surprise à Moscou et sa rencontre avec Vladimir Poutine ont provoqué une tempête diplomatique vendredi dernier. Le chef actuel de la présidence tournante de l'UE décrit son voyage sur X comme une mission de paix 3.0. Cependant, selon des sources diplomatiques, l'UE s'inquiète de plus en plus du rôle auto-attribué de Viktor Orban. Il aurait dû clairement expliciter qu'il ne représentait que son propre pays. Au lieu de cela, il a intentionnellement laissé planer beaucoup d'ambiguïté en affichant notamment le logo de la présidence dans ses communications. Les tensions sont vives après seulement 7 jours de présidence hongroise du Conseil de l'UE.
What we see is a strategic campaign to ridicule the European Union and to demonstrate that actually Prime Minister Orban can go on with all of these uncoordinated steps, which are clear violations of joint and agreed EU positions, and does not need to fear any negative consequences. Because he knows that with this, on the one hand, he also expands his future future space to maneuver and future political autonomy, but also that seriously undermines the perception of the EU foreign policy among key partners. Viktor Orban affirme qu'il est le seul dirigeant européen à pouvoir parler avec Vladimir Poutine. Nous avons demandé à l'expert si le Premier ministre hongrois pouvait contribuer à tout processus de paix entre la Russie et l'Ukraine. I think Prime Minister Orban is the only European head of state or government who is ready to talk to Mr. Putin and actually violate the basic principle jointly established by EU member states, that there is no talk about Ukraine without Ukraine. So it's not the ability, it's just the readiness. I don't see any positive contribution of this sort of traveling diplomacy to the solution of the war in Ukraine, because that would require the involvement of all partners. L'UE a à sa disposition des moyens pour réagir aux provocations de Viktor Orban, telles que raccourcir la présidence hongroise de l'UE. La question est de savoir si les États membres sont prêts à s'engager dans cette voie. Les ambassadeurs de l'UE demanderont des explications au cours d'une réunion mercredi prochain.